Bonjour à tous, merci pour votre présence à notre atelier technique. Ça va mieux comme ça? Merci à tous d'assister à notre atelier. Aujourd'hui, on va vous parler de données climatiques, de modèles climatiques, dans le cadre de la gestion du risque. Pour ça, m'accompagne Elena Maximovic, qui est scientifique et climatologue au sein de Weather TradeNet, spécialiste des modèles et des données climatiques. Et ainsi que Jérémy Joslov et Marina Pellet, deux consultants data scientists de SIA Partners. Pourquoi des data scientists? Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas forcément vous parler d'actuariat, on va sortir de ce domaine-là et on va parler d'une industrie qui est beaucoup plus avancée que nous sur les sujets de gestion des risques climatiques, qui va être l'énergie. Vous connaissez peut-être SIA Partners pour notre secteur assurance, banque, actuariat. Il faut savoir que SIA Partners, notre tête de pouce, c'est l'énergie, avec plus de 800 consultants, et notamment au sein de cette énergie des projets d'envergure. L'énergie, pourquoi? Parce que c'est le premier enjeu climatique. En tout cas, c'est le plus ancien et c'est probablement le plus avancé aujourd'hui des industries. Parmi les projets qu'on mène, on a 3 énormes projets qu'on mène depuis plusieurs années, qui est la gestion de tout le parc énergétique renouvelable français et écossais, ainsi que la gestion du parc solaire d'Arabie Saoudite. Donc c'est vraiment des projets d'envergure pour lesquels on a développé nos propres solutions, nos modèles, nos données, etc. Ensuite, grâce à cette expertise, on a pu la répliquer et la développer dans d'autres industries, l'immobilier, la construction, le loisir et enfin l'assurance, la banque, avec des problématiques qu'on connaît tous ici. Du coup, aujourd'hui, on veut profiter de cette expertise pour essayer de reposer les bases de la gestion climatique, qui pourront ensuite être appliquées à des problématiques plus actuarielles. Donc pour ça, on va se reposer sur les données climatiques, qu'est-ce qu'elles sont, comment on les récolte, comment on les utilise. Et enfin, on conclura par un cas pratique qu'on a mené dans la gestion des risques climatiques chez un célèbre énergéticien écossais. Bonjour à tous. Alors moi je vais vous parler du coup un petit peu des données climatiques, leurs spécificités et les défis auxquels on fait face chez SIA Partners dans ce domaine. Alors, pour anticiper les risques climatiques, déjà il faut comprendre ces risques pour pouvoir les anticiper. Quoi de mieux pour comprendre ces risques que les données climatiques qui sont à leur racine et qu'on peut utiliser pour différents types de projets, que ce soit à court terme, par exemple pour faire l'adéquation entre l'offre et la demande dans le secteur des énergies renouvelables, ou pour le long terme, plus pour de la planification stratégique et l'alignement, par exemple, aux trajectoires de réduction de l'empreinte carbone. Donc les données climatiques sont vraiment la clé pour mieux comprendre les phénomènes climatiques extrêmes et adapter sa stratégie à ces risques. Au niveau des données climatiques, donc il existe différents types de données climatiques, différents types de modèles. Il y en a 3 principaux. On a les données historiques, donc soit d'observation, soit de réanalyse quand il y a des trous dans les observations, soit les prévisions météo, qui sont des prévisions à quelques jours J+, jusqu'à J+10 en général. Et enfin, on a les projections climatiques qui nous offrent une vision sur la tendance que va prendre le climat dans les 50, 70, 100 prochaines années, en fonction de différents scénarios de réchauffement. Ces données climatiques, il en existe énormément. Et nous avons la chance du coup d'avoir une couverture géographique mondiale grâce à différentes agences météo à travers le monde. Ces agences, elles mettent à disposition, elles offrent des données, mais pas toujours de manière gratuite. Donc parfois c'est sous licence, parfois c'est payant. Voilà, c'est plus ou moins difficile de collecter cette donnée, mais en tout cas elle est disponible à l'échelle mondiale grâce à ces agences à travers le monde. Donc chez SIA Partners, nous avons assez tôt compris qu'il y avait la nécessité de créer un outil qui nous permettait de regrouper ces différents types de modèles météo de différentes agences en un seul outil, facile à utiliser, uniformisé, pour mettre à disposition ces données pour différentes études de cas, que ce soit dans l'actuariat ou pour d'autres types de projets. Mais voilà, les données météo, c'est un domaine très complexe. Il y a différentes raisons pour lesquelles c'est compliqué de gérer des données météo. Tout d'abord, la modélisation climatique requiert une expertise spécifique et rare. Donc pour utiliser les données météo,
c'est compliqué, il faut cette expertise. Mais en plus de ça, les données météo sont multidimensionnelles. Voilà, on a la temporalité, la latitude et la longitude. Donc en fait, ces données, plus on en collecte, plus le volume de ces données va augmenter. Et ça, c'est très compliqué à gérer. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'une robustesse opérationnelle quand on traite des données météo qui soient à la hauteur, puisqu'on a très vite des problématiques de big data auxquelles nous, on est confrontés chez SIA Partners, notamment puisque on traite 10 formats de stockage différents. Voilà, la donnée, elle arrive de ces différentes agences météo, jamais sous le même format. Donc ça, déjà, c'est un premier défi auquel on fait face. De plus, comme je disais, il y a une problématique de big data, puisque nous, avec nos données, on stocke 190 Tera de données sur notre plateforme, avec un flux entrant régulier important, puisqu'il y a à peu près 180 gigas de données qui entrent sur la plateforme par jour. Tout ça, ça nous permet de proposer plus de 100 variables météo différentes pour les différents projets qui viendront valoriser cette donnée. Voilà. Là, je vous ai mis l'architecture du coup de la plateforme. Donc voilà, la manière dont opérationnellement on traite ces données, on la stocke et on la distribue. Je ne vais pas rentrer dans le détail. La chose peut-être qui est importante de retenir, c'est qu'il y a plusieurs manières d'accéder à cette donnée météo. Il y a le rectangle rouge à droite qui est à travers une API qu'on a développée, du coup la plateforme Weather and Climate, qui est une API très accessible à tous. Il n'y a pas besoin de data scientist pour récupérer ces données et les valoriser. Et il y a également une autre méthode donc, qui est directement dans le stockage dans le cloud, l'autre rectangle au milieu rouge, pour lequel du coup, nous avons des data scientists comme Jérémy et moi qui allons chercher la donnée directement dans le stockage pour ensuite aller construire des modèles IA par exemple dessus. Si vous avez des questions, je pourrais rentrer dans le détail plus tard. Voilà. Et donc chez nous, la prise en main de ces données météo, elle crée de la valeur dans un très grand nombre de secteurs. Que vous pouvez apercevoir sur la slide et pour lesquels nous aurons un exemple un peu plus tard par Jérémy. Donc, Hélène Maksimovic, donc climatologue, météorologue. Je suis là pas par hasard, donc vous savez qu'on parle de data climatique. Donc, pour modéliser les risques climatiques, il faut quand même quelques météorologues dans l'histoire. Moi, je vais parler de expected loss, qui est le cœur de calcul de l'assurance, donc le cœur de pricing de l'assurance. Et donc, il y a certains défis à résoudre. Donc, les météorologues, les climatologues peuvent confirmer que la data climatique, c'est les grands volumes de données. Et en plus, beaucoup de data n'est pas mis à jour. Donc, cette data est de différentes résolutions, puisque, par exemple, les satellites aujourd'hui, c'est haute résolution, mais il y a 10-20 ans, ce n'était pas du tout la même chose. Il y a 30 ans, il n'y avait pas. Et pour l'assurance, le défi, c'est l'évaluation de expected loss pour le futur. Et le satellite n'est pas encore passé, donc il n'y a pas de prévision météo au-delà de 7 jours. Et donc, il faut utiliser d'autres ressources. Et aujourd'hui, donc, nous sommes vraiment nous sommes les acteurs de la révolution de la data climatique. Donc, nous pouvons maintenant faire changer donc, les méthodes d'évaluation de risque avec donc, des nouvelles solutions. Je suis ravie de vous présenter certaines idées sur quoi nous travaillons. Le besoin, c'est reconstruction des valeurs extrêmes pour le futur, donc à l'échéance de 1 année, 5, 10, 20 ans. Et pour cela, nous avons besoin des modèles prédictifs pour le passé, donc on crée avec la data du passé. Et donc là, nous avons besoin de combiner toutes sortes de data possibles pour faire les séries des valeurs extrêmes les plus longues possibles.
Pour faire cela, donc la révolution et l'innovation à ce jour-là, donc nous sommes vraiment les acteurs de cette révolution, c'est d'utiliser les modèles climatiques. Donc, modèle climatique, c'est une version de modèle météo, mais qui tourne pour 300 ans. Donc, les 300 ans, ça veut dire qu'on est incapable d'assimiler la data satellite et il n'y a aucune observation sur les 300 ans. Et pour le futur, bien sûr, il n'y a rien à assimiler dans le modèle. Donc, les modèles climatiques n'assimilent, n'absorbent aucune mesure du tout. Par contre, les modèles climatiques fonctionnent de la même manière, donc utilisent les mêmes scénarios. Donc, les scénarios des gaz à effet de serre imposés par un groupe de GIEC, donc un groupe IPCC. Donc, tous les modèles fonctionnent, tournent avec les mêmes scénarios, sauf qu'au résultat, comme vous pouvez bien voir, ça c'est nos résultats. Donc, tous les résultats, s'il vous plaît, si vous faites référence, donc n'oubliez pas de le mettre courtesy. Donc, les résultats que vous voyez ici, c'est le réchauffement climatique d'après les différents modèles climatiques. Donc, c'est le modèle global. Donc, ici, c'est le réchauffement climatique. Réchauffement, donc d'ici 2100. Donc, à quoi ressemble le réchauffement d'après les différents modèles. Modèle français, donc CNRM. Modèle allemand, un jaune. Donc, vous voyez que la sensitivité d'un modèle est différente. Et c'est là où c'est important. Donc, l'incertitude, elle est là. Donc, il faut justement, en utilisant les différents modèles dans le passé et dans le futur, donc on évalue donc, l'incertitude. Donc, il y a certaines étapes à suivre avant qu'on arrive. Donc, le but final, c'est expected loss, mais d'abord, il faut faire certaines procédures. Donc, downscaling. Donc, le downscaling, c'est quand on augmente la résolution. Donc, au début, on a low resolution, donc entre 50 et 150 km. Et donc, le but d'avoir la data à 100 mètres, 1 km, 10 km, donc en fonction de paramètres. Donc, le downscaling statistique avec la data d'input, les modèles dynamiques climatiques. Ensuite, il y a l'étape et l'ordre très important. Donc, d'abord downscaling et ensuite bias correction. Le but de chaque étape, de préserver les valeurs extrêmes, parce que c'est ça ce qu'on cherche, c'est ça ce qu'on doit reconstruire dans le passé et dans le futur. Donc, le but de bias correction, c'est de réajuster les datas de modèles, donc mois par mois, pour chaque localisation, globalement sur toute la Terre. Donc, réajuster les températures, les vitesses de vent, les précipitations, donc par rapport aux observations passées. Donc, d'abord, cet exercice, c'est un exercice avec toute la data du passé qu'on a. Donc, la méthode de bias correction s'appelle quantile mapping. C'est une méthode qui permet de préserver le mieux les valeurs extrêmes dans les distributions. Ensuite, donc, le résultat, qu'est-ce qu'on a au résultat? Donc, nous avons un match. Donc, si on ne faisait pas bias correction, les courbes colorées seraient décalées. Donc, à la fin de bias correction, donc, nous avons un alignement donc, entre les observations, donc la courbe blanche en haut, et les séries de modèles. Donc, dans ce cas-là, c'est les températures extrêmes année par année. Cet exemple pour Melbourne, donc, il y avait une extrême vague de chaleur. Donc, exceptionnelle en 2019, et donc la probabilité de cette vague de chaleur est calculée en bas. Donc si on regarde bien donc les différentes courbes de ces différents scénarios, donc si on regardait aujourd'hui toute la data historique, on aurait calculé la probabilité de cette vague exactement de chaleur, donc probabilité de cette température maximum à 1 degré, une fois tous les 100 ans. Si on commence à rajouter les data futures, une année par année par année, donc on arrive à des probabilités 5%, c'est une fois tous les 20 ans, 10% une fois tous les 10 ans. Donc, d'ici 2035, les probabilités de exactement cette vague de chaleur est une fois tous les 20 ans au lieu d'une fois tous les 100 ans. Et donc, là, si on reprend le graphe qu'on vient de voir, mais de mode un peu, enfin, en mode actuaire, les points, c'est les observations qu'on vient de voir, les extrêmes. Donc, les extrêmes, on va les arranger de cette manière donc pour évaluer le return period. Et shaded area, c'est les modèles climatiques. Et c'est là où il y a la partie validation des modèles. Donc, est-ce que les points, est-ce que les observations dans le passé sur les dernières 70 années à cet endroit-là, comment ça correspond avec les données de modèle, la vision de modèle climatique qui n'a pas absorbé les observations. Elle est complètement indépendante. On n'est pas en train de comparer les choses qui dépendent de l'autre. C'est deux sources différentes. Le modèle climatique n'a pas absorbé aucune observation. Donc, les modèles climatiques, donc, on peut utiliser 300 ans, donc on peut faire les statistiques. Donc, on peut prendre 120 modèles climatiques.
et avec 120 modèles climatiques avec data horaire, 300 ans, donc on est capable d'évaluer les return periods, donc plus au-delà de 50 ans. Donc on arrive à aller beaucoup plus loin que période de retour, donc on calcule avec observation. Merci pour votre attention et je passe le flambeau olympique. Bonjour à toutes et à tous. À présent, je vais vous parler de réseaux électriques, plus particulièrement de gestionnaires de réseaux électriques, donc GRD qu'on va les appeler, qui sont responsables de l'acheminement de l'électricité vers les clients. Donc le principal gestionnaire GRD qu'on connaît en France, c'est Enedis. Et là, en l'occurrence, on va s'intéresser au marché écossais. Donc les deux principaux GRD en Écosse étant SPEN et SSEN. Donc ces gestionnaires de réseau sont responsables de l'acheminement et gèrent opérationnellement leurs activités via des salles de contrôle. Donc dans ces salles de contrôle, les ingénieurs ont pour tâche de s'assurer que l'électricité arrive bien à la destination et s'il y a des incidents, à les résoudre de la manière la plus efficace possible. Justement, ces incidents peuvent être dus à des phénomènes météorologiques violents qui peuvent perturber le réseau électrique. Et avec des phénomènes météo qui sont potentiellement amenés à devenir de plus en plus graves, il est impératif de changer la manière dont ces GRD vont réagir face à ces événements. En effet, cette manière de réagir a des limites telles qu'elle est actuellement, parce que la manière de réagir et les niveaux de risque sont définis plutôt par rapport à l'intuition et par rapport à une expérience que par rapport à une approche quantitative, ce qui amène à une mauvaise anticipation de ces risques et un déploiement des ressources sur le terrain qui va ne pas être optimal. Si on prend un cas concret, donc le cas de la tempête Arwen qui a frappé le Royaume-Uni en novembre 2021. Donc c'était une tempête très importante, pendant laquelle il y a eu plus de 10 000 pannes de réseau. Plus d'1 million de clients ont perdu accès à l'électricité, et ainsi ça a provoqué des pertes financières importantes, aussi bien pour les clients que pour les deux GRD, SPEN et SSEN. Ces GRD ont été sévèrement critiqués, et il y a même eu une étude qui a souligné leur manque en fait, d'anticipation et de compréhension face à l'impact de ces phénomènes météo sur le réseau. Donc pour faire face justement à cette situation, SIA Partners, en partenariat avec donc Scottish Power, SPEN et Scottish et Southern Electric Networks, SSEN, ainsi que le laboratoire de recherche de l'Université de Glasgow, nous développons Predict for Resilience, donc que je vais aussi appeler potentiellement P4R, qui est une solution qui permet d'améliorer la résilience face aux événements météo grâce à un algorithme qui va prédire les pannes jusqu'à 7 jours à l'avance. Donc, c'est-à-dire, grâce à l'outil, les utilisateurs pourront visualiser, comme on va le voir après, les projections de météo sur une semaine, les prédictions de pannes qui sont associées, et ainsi réagir. Donc réagir en déployant des ressources de manière proactive dans les zones qui vont être susceptibles d'être touchées, et ainsi permettre de rétablir l'alimentation le plus rapidement possible et avoir un réseau qui sera plus résilient. Donc, la solution s'appuie sur plusieurs briques. La première étant des données météo de haute qualité. En effet, nous avons besoin d'avoir accès à des données météo qui seront très précises afin de faire ces prédictions. Tout d'abord, ces données sont à la maille horaire. Donc il nous faut des données heure par heure pour savoir comment la météo va évoluer. Il faut que ces données soient aussi mises à jour de façon très fréquente, parce que les opérateurs dans les salles de contrôle doivent avoir accès aux dernières informations afin de faire les gestes et prendre les décisions adaptées. Il faut aussi que la résolution spatiale soit très importante, parce qu'on a envie de savoir la météo, non pas à une maille nationale ou à une maille régionale, mais vraiment à un emplacement précis, pour par exemple prendre une action si on se rend compte qu'il y a un risque sur un asset particulier qui est très sensible ou très fragile. Pour aussi couvrir le maximum de scénarios possibles, on va utiliser non pas des données météo déterministes, mais des modèles qui vont être ensemblistes. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir non pas une prévision météo, mais un ensemble de membres. Par exemple, on a certains modèles qui en produisent jusqu'à 50, ce qui va nous permettre de couvrir plein de différents scénarios selon différents états initiaux et différentes perturbations sur cet état initial. Et nous n'utilisons pas seulement un modèle ensembliste, mais nous avons une approche multimodèle, ce qui permet d'utiliser des modèles de différents fournisseurs afin, encore une fois, de couvrir le maximum de scénarios possibles. Comme l'a dit Marina tout à l'heure, il nous faut pour ce faire différents types de données, donc des données historiques réanalysées, des données aussi historiques qui vont être l'historique de forecast, et aussi avoir accès évidemment aux forecasts en live afin de les intégrer directement dans la solution.
Et donc pour justement faire face à ces défis et arriver à avoir toutes ces données météo, pour nous, il était essentiel d'utiliser la plateforme Weather & Climate de SIA Partners, qui justement est robuste et nous permet d'avoir toutes ces contraintes qui sont réunies et respectées. Une fois qu'on a ces données météo, il faut bien prédire les prévisions et arriver à prédire le risque de panne sur le réseau. Et donc pour ce faire, il était très important de respecter tous les critères métiers afin que la solution soit utilisée. Dans un premier temps, il fallait trouver le bon niveau de prédiction. Est-ce qu'on prédit à la maille du pays, à une maille très locale ? On peut imaginer en effet que d'avoir un nombre de prédictions pour l'Écosse entière n'est pas très utile parce que difficilement gérable d'un point de vue opérationnel. A l'inverse, si on a une maille trop fine, on ne va pas envoyer une ressource, un camion, devant l'arbre en attendant qu'il tombe sur un câble électrique. Donc voilà, il fallait trouver le bon niveau qui était intéressant d'un point de vue opérationnel. Et la solution, c'était la maille du district, qui correspond finalement à une sorte de département. Cette maille devait aussi correspondre à un niveau de modèle qui était performant. Et donc nos modèles de prédiction, forcément, plus la maille est agrégée, plus statistiquement c'est facile de prévoir, mais moins c'est gérable d'un point de vue opérationnel. Donc voilà, c'est là où le district permettait d'avoir un bon compromis entre les critères métiers opérationnels et une performance du modèle qui permettent au modèle d'être fiable. Parce qu'en effet, afin de gagner la confiance des utilisateurs et que l'outil soit utilisé, il faut que le modèle soit performant et fiable. Enfin, on ne produit pas une valeur déterministe. C'est-à-dire qu'on ne va pas annoncer qu'il va y avoir 14, 17, 34 pannes dans 5 jours. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des seuils d'alerte. Donc on va en fait définir des jours verts, c'est-à-dire tout va bien. Orange, il faut faire attention et il faut déployer des ressources. Ou alors rouge, c'est la crise et il faut mettre en place vraiment des actions associées. Et les seuils entre vert-orange et orange-rouge vont être définis avec les clients en fonction des contacts opérationnels de chaque district. Enfin, afin que la solution soit toujours mieux adaptée, il faut fournir des éléments d'explicabilité. C'est-à-dire que les opérationnels doivent savoir pourquoi le modèle a produit telle réaction, telle prédiction, afin d'une part d'inspirer confiance et d'autre part de mettre en place aussi les actions adaptées. Donc pour répondre à ces critères, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise des modèles QGAM. Donc ce sont des modèles GAM, donc des modèles additifs généralisés, qui permettent de capturer les non-linéarités et les interactions entre les variables, mais on utilise l'approche par quantile. C'est-à-dire qu'on va avoir un modèle en fait par quantile d'intérêt, ce qui nous permet in fine d'avoir une prédiction probabiliste et d'avoir une distribution en fait du nombre de pannes prévues plutôt qu'une valeur simple. Et ce modèle permet également d'avoir des éléments d'explicabilité parce que c'est un modèle additif. C'est-à-dire qu'on peut facilement avoir accès à la contribution de chaque variable et de chaque composante sur la prédiction finale. Donc on va regarder un petit peu maintenant à quoi ça ressemble pour de vrai. Donc on va se placer dans le cas où je suis un opérateur dans une salle de contrôle et j'ai par exemple l'écran qu'on voit ici sur une grande télé. Donc là, qu'est-ce que j'observe ? J'observe dans un premier temps une frise chronologique en haut qui va être sur 5 jours et qui va, au fur et à mesure des 5 jours, tourner et afficher sur la carte en bas les prédictions météo sur ces 5 jours, ainsi que les prédictions de panne à chaque fois. Donc ici, j'observe notamment que à J+5, donc le 30 septembre, j'observe les deux districts Dumfries et Ayrshire qui ont une prédiction rouge. Donc si je me replace dans ma salle de contrôle, j'observe ça, je suis assez inquiet, et du coup, je vais ouvrir l'outil sur mon desktop. Voilà. Hop. Et là, j'accède à un écran qui est très similaire, donc on retrouve toujours les mêmes informations. Simplement, j'ai aussi en dessous un tableau qui permet de détailler, donc district par district, et par tranche de 6 heures à chaque fois, la prédiction météo, le niveau de panne attendu aussi bien à la maille de 24 heures qu'à une maille de 6 heures, et le niveau de confiance qu'on a dans la prédiction. Parce qu'en effet, ce n'est pas du tout pareil de se dire que ça va être vert à 94%, ou alors vert à 60%, c'est-à-dire qu'il y a un risque de 40% que ce sera rouge ou orange. Donc là, ici, on observe du coup cette carte sur mon écran d'ordinateur, et je me dis que j'ai envie d'aller plus précisément dans le cas du district de Dumfries. Donc je clique dans Dumfries, et j'obtiens une page adaptée qui est spécifique à ce district. J'observe toujours des informations similaires avec une carte sur laquelle je peux interagir facilement, avoir une vision plus précise des données météo, un bandeau avec des KPIs en haut qui reprennent donc les variables météo importantes ainsi que les prédictions de panne, et j'ai également accès, en dessous, à un tableau plus détaillé qui va reprendre les informations précédentes donc sur les pannes, mais va en plus me donner un aperçu de la prédiction météo pour l'ensemble des variables d'intérêt sur mon horizon de temps. Ce que je peux aussi faire, c'est sélectionner un endroit précis de la carte, donc ce qu'on va voir maintenant, voilà. Donc je clique quelque part sur la carte,
et j'ai accès aux données finalement météo locales à cet endroit-là. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, si j'ai un asset particulièrement fragile ou particulièrement important à un endroit, j'ai envie de savoir ce qui va se passer précisément là. Donc j'ai accès à ce pin et je peux également redescendre dans le tableau et regarder comment la météo va évoluer. Par exemple, si je m'intéresse à la vitesse du vent, je vais pouvoir tracer la courbe, comparer la vitesse du vent au cours du temps aussi bien pour l'ensemble du district que pour l'emplacement précis. Et là, par exemple, ici, ce qu'on va observer, c'est qu'au moment où la prédiction, donc le samedi 30, devient rouge, ça correspond à une augmentation très importante de la vitesse du vent. Très bien. Donc, j'ai observé tout ça. Maintenant, une autre possibilité qu'on offre via l'outil, c'est d'avoir accès à des événements météo passés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on a une banque de données avec l'ensemble des grosses tempêtes qui se sont produites par le passé, l'ensemble de leurs caractéristiques météo et l'impact que ça a eu sur le réseau. Et donc, ce qu'on va faire, par exemple, à l'approche d'une situation rouge, c'est qu'on va comparer la situation actuelle avec l'ensemble en fait, des tempêtes de la banque de données et faire ressortir les 3 qui sont les plus similaires, de manière à pouvoir les comparer entre elles et voir quel était l'impact sur le réseau de l'ancienne tempête et comment finalement les énergéticiens ont réagi et quelles actions ils ont mises en place. Donc là, en l'occurrence, on a une tempête, donc Arwen, qui ressort. J'ai accès à une carte avec des informations et je peux cliquer pour accéder à plus de détails sur cette tempête. Et j'ai alors accès à, sur la gauche de l'écran, un PDF qui va m'afficher en fait tout un rapport qui a été publié par donc l'agence de météo, donc Met Office du Royaume-Uni. Et à droite, j'ai une carte avec l'évolution de la tempête au cours du temps. Mais nous, ce qui nous intéresse pour faire face un petit peu à l'événement actuel, c'est d'avoir accès à l'impact sur le réseau. Donc pour ça, je clique sur l'autre onglet Licensor Impact, qui me permet d'avoir accès à un onglet, une vue qui est finalement assez proche de ce qu'on a vu sur les autres onglets. Simplement, cette fois, on va afficher la météo réalisée, donc telle qu'elle s'est produite durant l'événement en question, et les pannes réelles qui se sont produites au cours du temps. Donc on va pouvoir regarder en live la météo et la tempête se propager sur la carte, et les pannes qui arrivent au fur et à mesure. Sur le bas de l'écran, on a également accès, donc on va le voir très vite, voilà. On a également accès à différents KPI sur l'impact sur le réseau, aussi bien au niveau de panne qu'au niveau du nombre de clients qui ont été affectés et interrompus, et du coup l'impact financier que ça a eu pour le gestionnaire de réseau. Si je veux aller encore plus loin dans cette analyse, je peux cliquer sur l'onglet Compare with Current Forecast, ce qui va m'afficher cet écran avec une vue comparée de l'événement historique et de la situation actuelle sur la droite. Ça ouvre cette page dans un nouvel onglet qu'on va venir fermer. Et enfin, si avec tout ça, donc avant de mettre en place des actions, j'ai quand même envie de me rassurer sur la performance du modèle, être sûr que cette prévision est pertinente, j'ai accès en toute transparence à la performance du modèle sur l'historique des données. C'est-à-dire que je peux avoir accès à l'onglet Forecast Quality qui va en fait rejouer le modèle sur l'ensemble des 10 dernières années et comparer les prédictions qui auraient été faites par le modèle aux valeurs réalisées. Et donc on affiche pour cela à gauche la matrice de confusion, avec quelques KPI qui sont détaillés en dessous de manière assez compréhensible pour un utilisateur. Et on va pouvoir faire varier cette matrice de confusion selon l'horizon de temps. Parce qu'en effet, c'est beaucoup plus simple d'effectuer une prédiction à 6 heures à l'avance que 5 jours à l'avance. Donc c'est pour ça qu'à droite, on présente donc l'herbe sous la courbe ROC, selon justement cet horizon de temps, et on s'attend effectivement à voir la performance diminuer au fur et à mesure que l'horizon de temps auquel on cherche à prédire va augmenter. Donc voilà la solution qu'on est en train de développer. Donc maintenant, quels sont les gains attendus? Donc cette solution présente des gains pour plusieurs personnes, évidemment les clients, les gestionnaires de réseau et aussi l'environnement. Donc les gains pour les clients concernent plusieurs points. Évidemment, grâce à cette solution, on cherche à raccourcir les délais d'interruption. Donc ça veut dire qu'il y aura une diminution de la charge financière et sociale qui va peser sur les clients et une réduction du stress. Et on a estimé du coup ces gains à 900 000 euros par an, 900 000 pounds par an. Pour les GRD, évidemment, l'avantage financier principal, c'est de réduire les pénalités qu'ils vont devoir payer, qui seraient dues à en fait des clients qui seraient coupés du réseau au-delà de 24 heures. Et on va également éviter des coûts, parce qu'en optimisant finalement le déploiement des ressources, on va éviter des frais de déplacement, des frais d'hôtel, etc. Enfin, il y a aussi un impact environnemental grâce à cette optimisation du déploiement sur les émissions de CO2 et la qualité de l'air. Je vous remercie de votre attention
Et avant de passer aux questions, Romain va présenter une petite conclusion. Oui. Merci Jérémy. Alors juste pour apporter un mot de conclusion et ramener un petit peu le sujet à l'actuariat. Donc j'espère que ce point de vue et cet exemple qu'a pu donner Jérémy sur notre industrie, donc un exemple très concret de pilotage du risque climatique à court moyen terme, j'espère qu'il vous a permis de prendre un petit peu de recul sur ce qui pourrait attendre plus tard les assureurs, des exemples de pilotage, et qui vous a montré un petit peu les enjeux qui nous attendent également. Alors pour conclure, en termes d'enjeux, il y a un enjeu réellement technologique, c'est-à-dire de mise en place de la donnée. C'est-à-dire qu'on va plus, à un moment, on va plus pouvoir se maintenir sur des datasets récoltés comme ça pour des études ponctuelles. Maintenant, il va falloir vraiment partir sur des plateformes climatiques, mettre en place toutes ces plateformes climatiques pour vraiment le pilotage du risque climatique qui nous attend. Un deuxième enjeu va être un enjeu technique. Comme l'a montré Marina, Jérémy et Elena, il y a des réels enjeux techniques de données, de retraitement de données et de modélisation. Et enfin, évidemment, un enjeu métier avec l'exemple de Jérémy sur Scottish Power, mais après des enjeux métiers aussi sur ce qui nous attend en actuariat. Voilà, merci à tous pour votre attention et si vous avez des questions, y répondre avec plaisir. Merci pour cette question. Donc les modèles climatiques, c'est les modèles institutionnels. Donc c'est Institut Pierre-Simon Laplace, Centre national de recherche météo, donc en France en tout cas. Il y a donc 2 centres qui tournent les modèles climatiques. Chaque modèle, c'est un effort à plusieurs milliards d'euros par an. Si on regarde tous les European Grants, tous les financements qui sont dédiés à cet exercice, donc à tout, il y a environ 120 centres de recherche. Donc souvent c'est les Institute of Applied Mathematics, c'est les mathématiciens et physiciens donc qui créent les modèles. Donc c'est comme modèle météo, mais qui va beaucoup plus loin. Donc les modèles donc chaque modèle a différentes aussi versions. Donc les modèles aujourd'hui qu'on utilise, ils ont participé à un projet international qui s'appelle Climate Model Intercomparison Project Phase 6. Donc tous les 10 ans environ, les modèles participent. C'est une sorte de jeu olympique pour les modèles climatiques. Donc ils doivent faire la même chose, faire le même parcours. Donc c'est le CMIP6 Climate Model Intercomparison Project qui est utilisé pour justement faire extreme value modeling et faire calculer les périodes de retour des extrêmes. Merci. La période d'observation en termes de profondeur de données, et vous êtes arrêté sur combien d'années, grosso modo, pour calibrer vos modèles? Sur les données climatiques, en fait. Souvent, on oublie que les iPhones, on n'avait pas il y a 10 ans. Donc, la même chose, on oublie que les données satellites, on avait, à 100 mètres de résolution, on n'avait pas il y a 10 ans. Donc, c'est quelque chose qui est très, très récent. Après, si on regarde les stations météo, oui, donc il y avait des centaines de stations météo dans différents pays, des centaines. Donc, c'est pas tant que ça représentatif non plus. Donc, heureusement, on avait, mais quand même, c'est limité. Donc, les météorologues ont fait un autre exercice pour reproduire la data météo du passé. Ça s'appelle les modèles de réanalyse. Donc, c'est un modèle météo qu'on tourne dans le passé avec toutes les observations. Parce qu'il se trouve que les observations dans le passé étaient observées sur les bateaux, les navires, mais il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de satellite pour les transmettre à temps. Donc aujourd'hui, on prend un meilleur modèle météo d'aujourd'hui et on fait la prévision comme si on avait dans 1950 exactement le même modèle comme aujourd'hui avec les cartes, les supercomputers, les cartes vidéo puissantes, donc les GPU, des milliers de GPU. Donc on fait calculer les champs de température, les champs de précipitation avec modèle météo comme on le fait aujourd'hui
mais dans le passé, donc 1950, et de la même manière, plus 1 heure, plus 2 heures, plus 5 heures. Après, 10 minutes plus tard, plus 1 heure, plus 2 heures, plus 5 heures. Donc les centres météo ont reconstruit les observations, et ça s'appelle des réanalyses. Donc ça date de 1950, et il y a des champs globaux, toute la Terre entière. Merci. Je posais la question parce que on voit bien la complexité des choses. Si on est sur du temps très long, parce que l'histoire de la température, c'est une histoire très très long terme, suivant l'horizon temporel qu'on va retenir, on aura à dire des choses ou d'autres choses qui ne seront pas dites tout simplement pour voir l'évolution progressive de la température. Il y a ce premier point. Le deuxième point, c'est que depuis 1950 ou même avant, il y a eu des adaptations au fur et à mesure. Donc les impacts ne sont pas exactement la même chose. Et l'accélération aussi du réchauffement n'a pas la même dynamique. C'est pour ça que je posais la question, puisque nous, on a fait des travaux aussi là-dessus. Et on voyait bien la difficulté. Et qu'est-ce qu'on en tire après, d'un point de vue actuariel, en termes de tarification, en termes de mesures de risque, en fait. C'est pour ça que je pose la question. On cherche les partenariats. Donc vous pouvez vous adresser à une des personnes qui est dans la salle et ce serait très intéressant de continuer cette discussion. Donc, monsieur... oui, merci. Merci. Alors moi, ma question est un peu différente par rapport à l'environnement data et donc votre socle météo. Ça a coûté à peu près combien de monter ça? Est-ce que vous l'avez monté tout seul ou est-ce que vous avez été accompagné? Vous avez choisi Amazon WS, enfin AWS, voilà, un peu là-dessus. Un peu plus de détails. C'est secret. Les prix, la souscription. Non, en tout cas, oui, ça a été développé en interne chez SIA Partners par des data engineers et data scientists sur AWS. Donc, c'est tout sur le cloud AWS qu'on fait ça. Voilà. Donc, oui, pas d'accompagnement externe, juste en interne. Oui, c'est ça. Ça, je voulais dire, c'est vraiment un projet à très long cours, mais c'était uniquement en interne, effectivement, mais développé depuis de très longues années. Merci. Pas d'autres questions. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation et votre développement.